On va réagir sur le film. Je vais leur poser quelques questions et puis bien sûr après je vous inviterai à ou à leur poser des questions ou même pour ceux qui voudraient réagir sur le film. Là, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, mais je pense qu'il sera toujours intéressant de connaître aussi votre opinion. C'est bien qu'on puisse partager ce moment ensemble. Alors justement, avant de vous présenter, j'aimerais que vous puissiez réagir chacun sur le film qu'on vient de voir. Alors bien évidemment, voilà, ça porte plein d'émotions. Moi je la trouve personnellement bouleversante parce qu'elle porte quelque chose qu'un enfant ne devrait pas porter, mais voilà, c'est impressionnant autant pour ce qu'elle fait. Et puis ses parents, son père, que je trouve incroyable par sa présence. Il est à la fois très discret et en même temps indispensable. Donc, on va commencer avec Cécilia. Je te laisse réagir. Voilà, à chacun de dire ce qu'il a envie de dire sur le film. Alors, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'émotions différentes pendant ce film. À la fois beaucoup d'émotions, évidemment. Une grande fierté, d'abord, pour cette jeune femme, pour tout le mouvement qu'elle a initié, pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont levés pour demander justement cette justice climatique, pour demander au gouvernement d'agir davantage. Tout ce mouvement qui s'est créé, voilà, c'est beaucoup de fierté pour tout ce pourquoi on lutte en fait tous les jours. Après, j'ai évidemment ressenti beaucoup de colère et d'indignation de voir que depuis tout ce temps, malgré tout, les choses n'avancent toujours pas assez vite, toujours pas assez fort. Et ça crée aussi beaucoup de découragement parfois, en tout cas quand on est militant, quand on essaie de se battre tous les jours au quotidien pour que les choses changent et qu'on voit que en face de nous, les politiques, les entreprises n'agissent toujours pas assez. Et ça, c'est pas facile à ressentir, à vivre au quotidien. Donc ça amène forcément beaucoup de tristesse. Et à la fin, j'ai ressenti quand même à nouveau de la détermination, parce qu'on sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on est tous là, pourquoi est-ce que c'est urgent d'agir, et on se sent plus fort parce qu'on est tous ensemble. Donc ça donne une nouvelle rage pour agir, je dirais. Nathan, on voit qu'il y a tellement de choses qui viennent. Je suis extrêmement ému et c'est beaucoup d'émotions pour plusieurs raisons. Et je suis désolé, vous avez vu Hanouna et Greta parler de burn-out, tout ça, et j'ai pas pris de vacances cet été, mes vacances commencent demain matin, donc ça va être encore plus baroque ce que je vais vous dire ce soir. Et je reviendrai pas trop sur ce que j'ai dit déjà ce matin sur les questions de convergence des luttes, etc. Mais trois choses. La première, c'est, et je pense qu'Hugo, tu l'as ressenti beaucoup, Cécilia peut-être aussi, mais c'est notre histoire en fait, ça. Et c'est incroyable en fait. Que ce soit les premières manifestations à Bruxelles, que ce soit les moments au CESE, que ce soit les moments où elle a pris le bateau, je me rappelle encore attendre sur Facebook Live, Greta qui arrive, on attendait 1 heure, 2 heures, 3 heures qu'elle arrive. Et en fait, c'est incroyable. Je vous partage ça parce que je me rappelle de chaque moment où j'étais, à chaque conférence qu'elle a donnée, c'est très très fort. La deuxième chose, bien sûr, pourquoi c'est très très fort ce film? Parce que c'est tous les amis. C'est la première fois que je rencontre Hugo. Hugo, enfin, depuis le début, j'ai créé une coalition d'organisation à Bruxelles. C'était avec Hugo et c'est la première fois aujourd'hui qu'on se rencontre. C'est la première fois que je vois sa taille, son sourire pour de vrai et comment il est. C'est incroyable en fait. Et de voir dans ce film tous les amis, que ce soit Hugh Grachna à Katowice en Pologne, que ce soit Paloma, c'est celle qui était à côté de Greta au sommet à New York, c'est tous des amis. Moi, je leur parle tous les jours de ma vie. Donc forcément, c'est très très fort. Et je voulais juste partager ça parce que c'est ça aussi, en fait, le mouvement climat. C'est une histoire humaine et c'est une grande famille. Et tous les matins, de se lever avec des messages sur WhatsApp, parce que c'est des dizaines et des dizaines de chats sur WhatsApp où, en fait, on se parle, on coordonne, on se bat et surtout, on s'entraide. Et surtout, on se soutient.
Et moi, cette aventure humaine, elle est forte aussi pour ça, pour son humanité et son empathie. Et une autre chose qui m'a marqué et qui est très vraie, qui fait très partie aussi de notre combat, c'est que qui sont ceux qui ont toujours critiqué, et on le voit dans le film, Greta et les jeunes, qui sont ceux qui sont sur leur téléphone quand elles parlent dans les conférences, et qui sont ceux encore ce matin, comme le ministre de l'Environnement italien, qui nous traite d'environnementalistes complètement déconnectés de la réalité, alors même qu'ils nous accueillent à Milan dans 3 semaines à l'après-COP 26. C'est toujours des hommes blancs, hétérosexuels, en position de pouvoir dans leurs 50 ans. Et c'est eux le problème, en tout cas ceux qui ne font rien. Donc voilà, quelques éléments de réponse complètement sans filtre. Mais très spontané. Hugo? Celui-là, voilà. Yes. Bonjour tout le monde. Ouais, vous avez quasiment tout dit. Et je rebondis sur le côté humain. C'est vrai que ce film, on la connaît un peu, Greta, en tout cas, on l'a rencontrée. Et voir ce film, ça permet d'ajouter autre chose à l'image publique ou à l'image qu'on peut avoir d'elle. Et clairement, en fait, ça change toute l'histoire aussi. Toute l'histoire qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on a tous vécu ces dernières années avec Fridays for Future, avec les grèves pour le climat, et tous ces événements, toutes ces interventions dont on a parlé dans les médias. Et là, en fait, on voit aussi que c'est en effet une aventure humaine, que c'est des personnes derrière, que c'est pas juste des mots. Et oui, c'est vrai. Enfin, en le voyant, je me disais. Ah mais à ce moment-là j'étais là. Ah mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ah mais punaise, mais il y a Adélaïde, il y a Nouna, il y a Kira, il y a tout le monde. Et en fait c'est ça qui est très fort. Donc quand on est de ce côté-là aussi de l'écran, mais ouais, surtout de voir en fait tout ce que ça implique d'être activiste, surtout elle qui est la plus connue, la plus grande des activistes climatiques des dernières années et qui a en effet initié ce mouvement. Et de pouvoir le voir, en effet, ça nous ramène à ça. Et je reste sur le dernier mot de Cécilia, qui est la détermination pour les prochains mois, pour l'année à venir. En effet, ça donne envie de continuer de s'y remettre. Et la crise sanitaire est venue un peu interrompre toutes les mobilisations qui étaient prévues, qui devaient exister en 2020. Et là, en espérant que ça puisse s'arrêter très vite, cette crise sanitaire, et qu'on puisse reprendre un peu le flambeau de cette année 2019 et repartir aussi fort, avec détermination, et continuer. Parce que c'est ce qu'elles disent les filles, c'est il faut continuer et il faut toujours répéter le même message jusqu'à ce que ça rentre et jusqu'à ce qu'on arrive à faire changer les choses. Non, mais effectivement, on voit que vous êtes tous les trois très touchés, voire même bouleversés par rapport à ces images, parce que ça réveille voilà, tout votre engagement et voilà, ça cristallise un peu tous ces moments que vous avez vécus de manière un peu discrète, voilà, presque invisible. Et tout d'un coup, là, tout est là et ça réveille plein de choses, ça fait plaisir à voir. Alors, on va parler de vos actions. On va commencer avec Cécilia Rinaudot, qui est coordinatrice générale de notre affaire à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de notre affaire à tous? Comment est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça a commencé? Alors, notre affaire à tous, c'est une ONG qui s'est créée en 2015 suite aux accords de Paris dont on a parlé dans le film et à une action en justice qui nous a beaucoup servi comme modèle, qui est Urgenda, qui est une association qui a attaqué l'État néerlandais en justice pour inaction climatique. Et c'est ça qui nous a poussé à lancer l'affaire du siècle en 2018 avec nos partenaires de Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot et Oxfam. Et je vais revenir un petit peu là-dessus, mais en fait, notre affaire à tous, c'est une ONG qui utilise le droit pour protéger le climat et l'environnement, parce que ce qu'on constate dans la crise climatique, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité des pollueurs majeurs, de ceux qui sont le plus responsables de la crise climatique. Il n'y a pas de responsabilité, et ces acteurs-là ne se sentent pas contraints suffisamment vite, ne se sentent pas contraints à agir. Et en fait, la justice, elle a ce rôle-là, elle a ce pouvoir-là, de pouvoir contraindre ceux qui sont les plus responsables à agir. Donc on utilise ce levier du droit, on l'utilise contre tous les acteurs quand c'est nécessaire, que ce soit l'État, les multinationales, même au niveau local, quand il y a des projets polluants et imposés qui se développent partout sur les territoires, des constructions d'entrepôts Amazon, de fermes-usines, ou voilà, tout projet néfaste pour l'environnement, on va utiliser le droit pour protéger le climat et l'environnement.
Et c'est ça qui nous a permis, qui nous a poussé à créer l'affaire du siècle. Donc cette action en justice contre l'inaction climatique de l'État. Vous avez créé un précédent, là. Oui, c'était la première action comme ça en justice en France. C'était la première fois qu'un État, que l'État français en tout cas, a été jugé pour sa politique générale en matière climatique. Et il y a eu un écho. Ça a été très bien accueilli en France. Hein. On avait lancé une pétition quand on a lancé l'affaire du siècle. Et cette pétition a été signée par plus de 2 millions de personnes. 2,3 millions de personnes ont signé cette pétition en 2 semaines. C'est la pétition la plus signée de l'histoire de France. Et ça montre bien en fait que c'est arrivé au moment où il y avait la démission de Nicolas Hulot, il y avait les marches pour le climat qui commençaient à prendre de plus en plus d'ampleur, il y avait le mouvement des Gilets jaunes aussi qui venait de se lancer à ce moment-là. Et il y avait cette envie d'agir, cette envie le climat commençait à monter, on voulait agir, on voyait que les choses avançaient pas encore assez vite. Et là, le levier de la justice est arrivé en montrant qu'il y avait peut-être une autre manière d'agir encore, qui est complémentaire aux autres. On a besoin d'agir à tous les niveaux, de se battre à tous les niveaux avec tous les moyens d'action, et le droit en fait partie. Et là, on l'a vu avec la récente décision du tribunal administratif de Paris dans l'affaire du siècle en février 2021, donc il y a quelques mois. Donc le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l'État, a reconnu que l'État s'était engagé à agir pour lutter contre le réchauffement climatique et qu'il ne faisait pas assez, qu'il est en retard sur tous ses objectifs, tous les objectifs qu'il s'est fixés, et qu'à cause de ça, l'État est responsable d'un préjudice écologique et qu'il va devoir le réparer. Donc là, on attend la prochaine audience dans les prochains mois qui pourra déterminer les mesures qui seront ordonnées à l'État pour qu'il puisse vraiment mettre en place, tenir ses engagements. Donc ça va être on a une première victoire, on attend une deuxième victoire encore plus décisive. C'était quelque chose d'énorme. Le préjudice écologique, c'était la première fois que c'était reconnu pour un acteur public dans le tribunal administratif. Au début, quand on a lancé cette action, tout le monde disait que c'était fou, que c'était n'importe quoi, que ça marcherait jamais. On voit que la justice, elle se met derrière nous. Et en fait, avec cette décision de justice, en fait, le juge, il nous donne raison à tous. Il donne raison à toutes les militantes et tous les militants qui se battent chaque jour pour faire comprendre l'urgence de la crise climatique. Il donne raison à tous les scientifiques qui alertent depuis des années et que personne n'écoute. Que encore certaines personnes continuent à ne pas écouter. Et ça, c'est très fort. Donc voilà, là, il y a cette action contre l'État. On a aussi attaqué Total, évidemment, premier pollueur français dans le top 10 des pollueurs mondiaux pour sa politique climatique. On a attaqué Casino pour sa politique de déforestation, qui est coupable de déforestation en Amazonie. On va vraiment utiliser ce levier du droit avec les outils existants du droit, mais aussi pour faire évoluer le droit, parce que le droit actuel n'est pas encore assez protecteur de l'environnement. C'est pour ça qu'on a... Alors justement, je voulais poser, que c'est peut-être la question ou la bonne question. Quel est votre objectif en fait avec notre affaire à tous ? C'est déjà de contraindre les plus responsables à agir et de faire évoluer le droit. Parce que justement, on est au XXIe siècle, on est à la construction de nos droits environnementaux. On s'est battu pour nos droits civils, pour nos droits sociaux, pour nos droits politiques. Maintenant, il faut construire un droit climatique, un droit environnemental qui soit plus fort. C'est pour ça qu'on s'est battu pour inscrire le climat à l'article 1er de la Constitution, qu'on se bat pour reconnaître le crime d'écocide, pour reconnaître des droits à la nature, pour que tout ça ne soit plus jamais possible, en fait. Pour qu'avec cet outil du droit, on ne puisse plus porter atteinte au climat et à l'environnement. Alors on va passer à Hugo. Je crois que vous avez collaboré un peu ensemble à un moment donné. Avec Climates, en effet, notre affaire à tous, le REFED et le WARN, on avait lancé il y a quelques années maintenant, 2018, notre constitution écologique, justement pour inclure dans l'article 1 la protection de l'environnement. Et au-delà de ça, pendant la loi climat, il y a notre affaire à tous qui, en plus de porter plainte contre les plus grands pollueurs, aide aussi les pauvres petits activistes qui se font embêter par la préfecture de Paris. Et en effet, notre affaire à tous nous a aidé à porter des recours auprès du tribunal administratif quand on nous interdisait de manifester devant l'Assemblée nationale, parce que pendant les discussions sur la loi climat en séance plénière, on a passé avec plusieurs autres personnes 3 semaines devant l'Assemblée nationale pour interpeller les parlementaires. On a vu des dizaines et des dizaines de députés, on a vu des sénateurs aussi, pour justement leur demander de relever l'ambition de la loi climat. Malheureusement, ils étaient trop peu à nous avoir entendus et écoutés. Et du coup, on a une loi climat qui... c'est pas vraiment une loi climat, elle parle de climat un petit peu, mais elle n'atteint pas du tout les objectifs qui avaient été fixés à la Convention citoyenne pour le climat. Mais du coup, en effet, notre affaire à tous fait aussi beaucoup d'autres choses que juste aller changer le monde. Alors vous êtes donc un jeune activiste, vous avez 23 ans. Vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours
moi, j'ai commencé à m'engager vraiment en rentrant de Suède. Donc, j'ai passé 6 mois en Suède pour mon échange. Et en 2018, j'ai rejoint l'ONG Climate, qui est une ONG internationale qui travaille sur les thématiques de changement climatique par de la recherche, on dit de l'empowerment, de l'encapacitement. Je crois que, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui a tranché sur la traduction française d'empowerment, mais et on fait du plaidoyer. Et du coup, j'ai rejoint Climate en 2018. Je me suis engagé avec Climate jusqu'à encore aujourd'hui. Et aussi, du coup, avec Youth for Climate en France, donc les grèves pour le climat en 2019. Et ça a amené partout. Donc, vous voyez l'image au-dessus de mon nom, c'était à Berlin quand on était avec Greta, avec Louisa, avec Adélaïde, etc. J'ai été en Belgique plusieurs fois. J'étais en Pologne à la COP24. C'est la première fois que je rencontrais Greta, la COP25 à Madrid. Donc en fait, il y a ces dernières années j'ai eu beaucoup de chance de commencer à m'engager juste avant que ça démarre et de pouvoir participer à tout ça. Et c'était une expérience assez incroyable qui a d'ailleurs changé ma vie, vraiment. À un moment, j'ai arrêté d'aller en cours pour faire ça à temps plein. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné, d'arrêter d'aller à l'école pendant plusieurs mois pour se consacrer à ça. Et voilà, aujourd'hui, on continue. Et ce qui m'embête le plus aujourd'hui, pour employer des mots un peu gentils, c'est qu'en fait, on répète la même chose depuis 2-3 ans. Encore une fois, on vient devant l'Assemblée nationale pour dire toujours la même chose, en fait. Écoutez les scientifiques, écoutez le Haut Conseil pour le climat, écoutez le CESE, écoutez toutes les personnes qui travaillent sur le sujet, qui sont experts sur le sujet. Et en fait, toujours le politique se met la tête dans le sable, ou alors nous accueille gentiment dans les bureaux pour nous dire, vous savez, c'est plus complexe que ça. Ah bon, on ne savait pas que c'était complexe, mais justement, il faut l'embrasser, la complexité, et il faut avancer, parce que si on n'avance pas dans cette complexité, et si on dit c'est trop compliqué, du coup on ne fait pas, et on ne changera rien. Alors, et du coup, l'idée, justement, c'est d'embrasser la complexité, de ne pas voir les choses en blanc ou noir, mais justement de réussir à aller dans le fond des choses, parce qu'en fait, la crise climatique touche à l'ensemble de la société et à toutes les branches de la société, et tout ce qui peut... tout ce dont on peut parler, en fait, est relié à la crise climatique d'une manière ou d'une autre. Alors justement, dans le film, on voit effectivement que son âge, l'âge de Greta Thunberg, interpelle et permet à certaines personnes de prendre une certaine distance. Et je sais, quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'aviez dit on nous écoutait, mais on ne nous entendait pas. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours le cas? Est-ce que les choses évoluent? En fait, c'est ça, c'est ce que dit Greta aussi à un moment, c'est qu'on nous reçoit dans les salles, mais on ne sait pas si le micro est allumé, si on parle la même langue que les autres, parce qu'on est là et puis les gens applaudissent et disent que c'est trop bien ce que vous faites. Mais est-ce qu'on a vraiment entendu? Est-ce qu'on a vraiment écouté ce qu'allait au-delà des mots? Est-ce que ça signifiait vraiment? Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à aller au-delà des mots et à comprendre et à entendre ce que ça signifie. Mais les personnes qui sont au pouvoir, les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui, n'ont toujours pas compris. Et c'est pas forcément, je veux dire, c'est juste qu'ils cherchent pas, parce qu'au final, quand on s'y met un peu, c'est pas compliqué de comprendre. C'est pas compliqué de comprendre l'urgence. C'est juste que c'est des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, parce que ça remet en cause un modèle de société dans lequel ils se complaisent et dans lequel ils sont très bien, qui est au service des personnes les plus puissantes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et forcément, remettre ça en cause, et ça remet en cause leur vie et du coup tous les privilèges qu'ils ont. On va donner la parole un peu à Nathan, même si effectivement il s'est déjà bien exprimé au début. Donc vous, Nathan, vous avez participé à un certain nombre de manifestations. Vous avez commencé quand? Parce qu'on voit un petit peu l'évolution en 2 ans déjà de Hugo. Oui, moi j'étais engagé, je viens de Grenoble, dans les Alpes, dans la région de Grenoble, et j'étais déjà engagé un petit peu au lycée, donc au moment en fait de la COP 21, donc quand j'avais 15 ans, en 2015. Ouais. Et alors, donc c'est intéressant parce que quand on la voit effectivement entourer toutes ces personnes dans ces salons où effectivement où elle se sent pas à l'aise, donc vous êtes jeune conseiller du climat auprès du secrétaire général aux Nations Unies. Quand vous la voyez s'exprimer par rapport effectivement à ces personnes qui sont là, et votre expérience que vous avez eue, voilà, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous pouvez faire des comparaisons?
Je crois que l'une des choses qui m'a le plus marqué, donc j'ai été nominé avec cette personne et d'autres qu'on a vus dans le film, jeune conseiller climat du secrétaire général des Nations Unies à l'été dernier, pour un mandat de 2 ans. Je suis pile au milieu de ce mandat. Je crois que l'une des choses qui m'a le plus marqué cette année, parce qu'on a eu plusieurs rencontres avec des leaders et aussi bien sûr le secrétaire général des Nations Unies plusieurs fois, une des choses qui a été les plus fortes, c'est de voir que lui aussi, il était très, 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 très inquiet. Et je crois que ça, c'est une réalité aussi. Et je me retrouve dans ce que tu dis, Hugo, sur des leaders qui ne veulent pas entendre, pas faire l'effort. Mais je crois aussi qu'il y a des leaders qui se rendent compte qu'en fait, c'est complètement bloqué et qu'eux-mêmes sont priés. Tout à l'heure, Adélaïde, on l'a vu plusieurs fois dans le film, elle a suivi beaucoup Greta avec Hugo dans plusieurs manifestations. Et elle disait aussi qu'il y a cette réalité-là de décideurs qui, en fait, sont complètement pris dans ces dynamiques, d'où la grande question. Il y en a beaucoup dans le mouvement en France aussi qui appellent les jeunes à s'engager en politique, mais c'est aussi une réalité, c'est que on est dans une situation qui est extrêmement délicate. Mais je vous l'ai dit, je pars en vacances demain, et c'est pour ça que je suis très pessimiste en ce moment. Je suis parfois beaucoup plus optimiste. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y a cette réalité-là. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui se bougent, et je pense qu'il y a une grande prise de conscience de la part de plein, et surtout bien sûr du monde de la société civile, qu'il nous faut lier les luttes et qu'il faut que ce discours qui était très important en 2019, d'appeler à écouter la science, d'appeler à faire des ponts avec les scientifiques, il est plus forcément tout à fait suffisant aujourd'hui. Et je pense que ce qui est très important, et je vois que c'est une dynamique qui est partout, et c'est pas du tout une dynamique qui est seulement des pays d'Europe de l'Ouest. On nous a beaucoup critiqué d'être un mouvement très blanc, un mouvement très hétérogène. Moi, c'est pas du tout mon analyse. Je pense que très largement, et vous avez pu le voir dans le film aussi, on le voit, c'est énormément de mouvements de jeunes des pays qu'on appelle du Sud, ou par exemple en Europe, de jeunes, moi je travaille énormément avec des jeunes des pays des Balkans, de la mer Noire, de Russie, en Laponie, au nord de la Scandinavie, les Saamis. La réalité, c'est que ces communautés-là, souvent, qui sont plutôt marginalisées, en tout cas qui sont marginalisées par rapport à nous, bien lotis dans l'Union européenne, mais ce n'est pas forcément vrai, parce qu'on a nos communautés marginalisées aussi dans l'Union européenne. Il nous faut aussi vraiment donner le micro à ces populations-là, faire en sorte que leurs voix peuvent être écoutées, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et peut-être justement que l'une des clés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces populations-là, c'est-à-dire des personnes racisées, des personnes qui viennent de 2e, 3e génération de migrants, des personnes qui viennent de la communauté LGBTQI+, ici dans l'Union européenne, ou ces pays dont je vous parlais autour de l'Union européenne et qui font partie aussi de l'Europe, fassent partie de nos processus décisionnels. Et moi, aujourd'hui, ce qui me donne de l'espoir, c'est ça. C'est de se dire que peut-être il y a quelques clés qui peuvent nous être données en donnant la parole à ces communautés-là. Et c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai plusieurs casquettes, et l'une de ces casquettes, c'est de faire partie de Youth and Environment Europe, qui est un réseau d'organisations environnementales de jeunes dans toute l'Europe. C'est de faire ça. Et je pense que à vous écouter, et puis même à écouter ce qui s'est dit là, moi j'ai le sentiment qu'il y a toute une génération, alors plus âgée, qui est installée, et en fait à qui vous faites peut-être peur, parce qu'on ne sait pas, où ils se demandent qu'est-ce que vous voulez faire, ou vous voulez complètement changer le système, le casser, et alors que je pense qu'il n'y a pas forcément une volonté de tout changer. Il y a une volonté de modifier les choses. Oui, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a une réalisation aussi que de toute façon, certaines organisations, institutions, conventions, et j'en passe, ou le droit aussi, c'est les outils que nous avons sous la main et qu'il va falloir aussi faire avec ces outils. Et c'est magnifique aussi le travail que fait Nat, ou que font les jeunes au Portugal, ou qu'a fait Greta avec la Cour internationale, ou qu'ont fait nos amis allemands en Allemagne. Utiliser les outils
qu'on a. Et puis aussi, je pense qu'il y a une réalité, tu parles de ces leaders, dont je parlais aussi au début quand tu m'as donné la parole. Il y a une réalité aussi que beaucoup de ces leaders que nous avons vus, alors des fois on les voit pas bien, mais on voit très bien qui c'est. Certains, on les voit bien. Certains, on les voit très bien, oui, ça c'est sûr. Et Hugo les connaît très bien aussi. Beaucoup d'entre eux, ils nous l'ont toujours dit, ils ont aussi des enfants à la maison qui les emmerdaient. Et ces enfants, ils avaient exactement le même âge que nous. Moi, je suis dans une école, je suis étudiant. Dans mon école, il y a la fille de la présidente de la Commission européenne, et je sais qu'elle lui fait de la misère. Donc c'est une réalité aussi, c'est que les personnes qui sont en place de décision aujourd'hui ont des enfants à la maison qui les emmerdent, et ça, il faut que ça continue, parce que je pense que c'était l'une des plus belles choses de ce mouvement, c'était ça, c'était d'apporter le dimanche soir au souper la question climatique environnementale, la question de la fin du monde. Et ça, je pense que ça a été très, très, très fort. Il faut le dire juste avant de partir en vacances. On ouvre les questions, donc si vous voulez, je vais poser une question. Peut-être qu'il faut qu'on nous aide, parce que je ne vois pas forcément bien dans la salle. En attendant, moi j'avais une question. La Covid a pris le devant de la scène et a éclipsé les problèmes liés au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le réchauffement climatique retrouve sa juste place, selon vous? Qui veut lequel? Cécilia? Hugo. Ok, je commence. En fait, là, on parle de la question de court terme, long terme et moyen terme entre les deux. Et c'est un peu la même question qu'on se posait pendant les Gilets jaunes, en fait. Et pour moi, en fait, il n'y a pas forcément de priorité à mettre. Il y a juste à voir ça comme un ensemble et à réussir à faire... D'ailleurs, je parlais de complexité. En effet, il y a plein d'enjeux différents et il faut réussir à les mettre, à leur donner l'importance qu'ils doivent avoir. Et c'est vrai que là, on a mis un peu entre parenthèses la question climatique pendant les différents confinements, ce qui a d'ailleurs permis à la France de faire et même à l'Union européenne de faire un plan de relance pas du tout à la hauteur, pas du tout suffisant, là où on avait l'occasion justement de complètement transformer avec des investissements énormes la société et les pays dans lesquels on vit. Et en fait, on n'a pas su saisir cette opportunité, et parce que peut-être qu'on parlait pas assez de climat, même si on a essayé tant bien que mal d'en parler à ce moment-là, les médias n'étaient pas réceptifs à ce discours-là, en tout cas pas assez. Mais oui, il faut réussir aussi, par exemple, là, on entre en plein dans une année d'élection présidentielle. Le climat doit être une des priorités, si ce n'est la grande priorité, la grande question de cette année présidentielle. Cette élection, l'élection 2022, c'est la dernière chance, la dernière élection présidentielle qu'il y aura, où on pourra vraiment faire quelque chose en France pour respecter nos objectifs. Si dans les 5 prochaines années, on continue sur la trajectoire sur laquelle on est, jamais on n'atteindra les objectifs que la France s'est fixés. Et donc cette élection en 2022, c'est une élection du climat, et c'est le sujet qui doit irriguer tous les débats pendant cette année. Ok. Je t'en prie. Oui. Merci pour la transition, parce que justement, j'ai abordé un peu ce sujet-là, mais d'une autre manière. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, tout à fait. Ouais. J'étais très frappé, en fait, dans le film, qu'on est en fait encore dans une phase où on demande. On aimerait bien que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez? Je pense que cette phase-là, il faut vraiment qu'on la dépasse et qu'on passe à autre chose. Parce que là, on a comme l'impression qu'en fait, il y a un pouvoir sur lequel on n'a pas de pouvoir et qu'on n'y peut rien. C'est comme si on a quand même le droit de vote, donc effectivement, on élit des gens, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, on a l'impression que, en gros, ils sont un peu tous pareils et ils fonctionnent un peu tous de la même manière. C'est bien qu'il y a un problème. Je pense que la phase à laquelle on doit passer maintenant, c'est effectivement de se dire, mais est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner autrement, la façon de prendre des décisions? Et là, coup de bol, on a une petite expérience de ce que ça pourrait faire, ça s'appelle la Convention citoyenne sur le climat. Sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'on ne pouvait pas.
Mais la Convention citoyenne pour le climat, c'est des citoyens qui se sont réunis, qui ont réfléchi, et ils ont proposé des choses, et on s'aperçoit que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que le gouvernement, effectivement, a fait par la suite, a repris dans la loi. Ça veut dire que si partout dans le monde, au lieu d'avoir des gouvernements soumis à des lobbies qui ont des contraintes, notamment pour être réélus, de ne pas trop déplaire, et donc, par exemple, de ne pas supprimer des emplois dans des secteurs polluants, eh bien, si on avait des conventions citoyennes dans tous les pays, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, à mon avis, la phase à laquelle on doit passer, c'est de réformer nos institutions. Je crains que ça ne puisse pas se faire dans le cadre de la Ve République, avec les articles qui nous disent, voilà, on peut réformer, mais il faut l'accord du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir se prendre en charge, en main, et lancer une convention citoyenne pour un renouveau démocratique. J'y travaille, on est un collectif qui travaille à ça, mais voilà, j'espère que vous allez tous nous rejoindre là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que si on mobilise toute la population là-dessus, non seulement ils seront d'accord, parce qu'il y a un gros ras-le-bol de nos institutions, on l'a vu avec l'abstention qu'il y a eu aux dernières élections, mais en plus, on voit qu'on peut être super créatif, on peut faire des choses hyper intéressantes, notamment, par exemple, pour prendre en compte les générations à venir dans toutes les lois. Ça devrait être le cas. Ça n'est pas du tout le cas dans nos institutions actuelles. Donc là, il faut qu'on y travaille très sérieusement, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions, malheureusement. Je crains que les élections, ce soit très compliqué pour avoir un vrai grand changement, mais peut-être, ça peut être une solution, mais j'ai des doutes. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous êtes en relation avec notre affaire à tous? Parce que ça semble être un peu... Enfin, vous avez une volonté d'agir auprès des institutionnels? On y travaille actuellement, oui, je crois qu'on a... on y travaille, oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une... Merci. Est-ce qu'il y a une question ici? Alors, juste là, voilà, il y en a deux en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention après la diffusion ou la projection de ce film. Magnifique, et je pense que votre intervention ancre vraiment tout ce qui a été montré dans ce film dans la réalité. Et je vous félicite pour votre travail au quotidien. C'est quelque chose de magnifique, ce que vous faites pour tous dans cette salle. Ma question est plus une demande simple finalement. Est-ce que, Monsieur Auveron, vous pourriez nous parler de Cinema for Change et nous expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, à quel dessin? Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous répondre. Le but, c'est pas qu'on mette en avant le festival, mais je vous réponds avec plaisir. Voilà, on a un festival de cinéma qui a commencé à exister il y a une dizaine d'années à la suite d'un long métrage que j'avais produit qui s'appelle 8, qui est sorti en 2010 sur Internet et qui avait réuni 2,5 millions de personnes, qui était un film, en fait, avant. Aujourd'hui, vous avez une campagne qui est un petit peu aussi un élément de réflexion. Il y a un outil de travail pour les entreprises, les institutions, les organisations qui s'appellent les objectifs de développement durable. On en parle beaucoup en ce moment ici. Il y a 17 objectifs. Avant ces 17 objectifs, Kofi Annan avait lancé cette campagne en 2000 avec les objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait 8 sujets, donc c'était plus simple parce qu'ils allaient directement sur des sujets plus graves, du moins qui mettaient vraiment, où il fallait vraiment aller dans la protection de l'être humain. Et c'était plutôt les pays en voie de développement. Et il y avait 8 thèmes, et donc j'avais invité 8 réalisateurs à nous dire comment ils voyaient le monde. Et donc à l'époque, voilà, c'est une longue aventure, mais qui a pris 7 ans, et on a fait un film donc, qui s'appelle 8, qui était réalisé par Jane Campion, Gus Van Sant, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Miraner, Gaël Garcia Bernal, Wim Wenders, je sais pas, je crois que je les ai tous dit. Voilà, on a tourné sur les 5 continents ce film, voilà, qui est sorti sur Internet et qui a généré beaucoup de vues et qui, moi, m'a donné envie de continuer à faire ce travail dans ce qu'avaient fait les réalisateurs. Et ils ont transmis un petit peu leur savoir en ouvrant, effectivement, transformant ce film en un festival et en invitant les gens à nous dire comment eux voient le monde aujourd'hui.
Donc on a commencé avec du court-métrage, et maintenant voilà, le festival a lieu maintenant chaque année au mois d'avril. C'est du court-métrage, du long-métrage, il y a des ciné-débats, il y a également un marché du film dédié aux contenus à impact sociaux, sociétaux, environnementaux. Voilà, on va dire que voilà, c'est tout ce que vous faites ici, ce dont vous parlez, mais à travers l'image et le cinéma. Voilà, Cinema for Change, avril 2022. Voilà, c'est fait. Merci. Merci pour la question, c'est gentil. Il y avait une autre question, je crois, ici, monsieur. Oui. Bon. Bonjour. Donc d'abord, je voudrais commencer par dire que je vais partager également l'émotion autour du film et bien sûr que je partage avec beaucoup d'enthousiasme votre engagement. Il y a une chose qui me gêne, et bon, c'est vrai que peut-être en tant que représentant de l'homme blanc de la cinquantaine hétérosexuel, et hélas, heureusement, je m'en sors, parce que j'ai pas trop de pouvoir, mais voilà. Je voulais juste dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas abordé dans tout ça, parce que j'ai accompagné mes filles dans les manifestations pour le climat, etc. Et elles sont revenues enchantées, mais elles n'éteignent toujours pas la lumière dans leur chambre et n'ont pas renoncé au hamburger et ni à changer de portable tous les 2 ans. Donc je pense que c'est beaucoup le cas de tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans la rue avec vous. Et on a l'impression que, comme si vous étiez du bon côté de la barrière, contre alors le peuple contre les dirigeants, les jeunes contre les vieux, quelque part, presque ce que j'ai entendu, mais j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous faites pour aider ces jeunes, et même tout le monde, puisqu'on voit bien, il faut quand même avouer que c'est difficile aujourd'hui de revenir en arrière sur certaines choses, sur notre notion du confort, du déplacement, de la consommation, même si on est tous prêts à faire des efforts, on est dans une forme de déni. Et de déni parce qu'on a du mal à nous-mêmes, et les jeunes qui étaient dans la rue avec vous, à lâcher nos avantages de cette exploitation des ressources et des énergies. Donc voilà, ma question c'est est-ce que le combat aujourd'hui c'est de monter les jeunes contre les vieux et le peuple contre les dirigeants, ou c'est d'aider les gens à faire tous les jours quelque chose d'un petit peu plus vertueux? Voilà, merci. Qui se lance? Un premier élément de réflexion ou de réponse, et puis je pense qu'après vous êtes peut-être encore mieux placé que moi pour y répondre. Un peu quand même. Sur l'action individuelle, elle est importante, elle est indispensable, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent justement à sensibiliser à comment agir mieux à son niveau. Après, il faut aussi le remettre en perspective. Il y a une étude de Carbone 4 qui est sortie il n'y a pas si longtemps, qui dit que si tous les citoyens français et citoyennes françaises étaient héroïques dans leur façon d'agir, on réduirait de 25% les émissions de gaz à effet de serre. Ça laisse 75% de responsabilité aux entreprises et à l'État. Donc, alors, notre rôle est tout aussi important et pas du tout négligeable, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, puisque de toute façon, on sait qu'on a aussi un impact dans notre manière de consommer, parce que ça va influer aussi les entreprises dans leur manière de produire, hein, c'est la question basique d'offre et de demande. Mais on voit que du coup, c'est pour ça aussi qu'on se bat à une échelle aussi supérieure, en demandant, en exigeant au gouvernement et aux entreprises d'agir plus efficacement, parce que c'est elles qui ont la plus grosse partie en fait de la responsabilité. Nathan? Oui, peut-être très rapidement, homme blanc hétérosexuel de 50 ans en position de pouvoir. Et donc forcément, c'est très différent. Et il y en a qui sont bien sûr des alliés, comme le secrétaire général des Nations Unies. Je sais bien que c'est un discours qui dérange, mais c'est aussi important de le dire, parce que c'est un de nos messages clés. Et très très important votre question. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on a été décrit comme un mouvement très blanc, comme un mouvement de privilégiés. Et oui, effectivement, on a la chance d'être français. On a la chance, par exemple, de pouvoir juste simplement discuter avec nos décideurs politiques, ce qui n'est pas du tout le cas de Paloma qu'on voit dans le film, à côté de Greta, qui est en ce moment même en train de se battre à la Cour suprême à Brasilia contre Bolsonaro et qui reçoit des menaces de mort chaque semaine qui passe. Donc forcément, ça nous invite à toujours réfléchir
où est-ce qu'on se trouve et comment on le fait. Et je vous invite simplement à regarder le travail que nos associations font. Nous sommes des associations qui sont gérées par des jeunes et qui sont pour des jeunes. Et en permanence, la seule chose qu'on fait, c'est trouver des financements pour justement aller chercher des jeunes qui sont justement au niveau le plus local, qui proviennent de communautés marginalisées, qui viennent aussi des fois de parcours qui sont beaucoup plus compliqués, qui ne sont pas étudiants aussi, parce que c'est ça aussi la jeunesse, et ça je suis sûr que tout le monde le pense aussi très fort, il y a toute cette jeunesse-là, et donc justement peut-être de les faire monter en compétences, moi c'est mon capabilisé, de faire monter en compétences ces jeunes avec des compétences de la transition énergétique et sociale pour que justement ils comprennent et ils puissent bénéficier le plus de ce qu'on peut leur proposer pour le monde de demain. Et moi, en tout cas, je sais que Climate, c'est au cœur de leur travail, c'est au cœur de notre travail à Youth and Environment Europe, et c'est au cœur des 50 associations qu'on représente. Donc je vous invite juste à regarder, à voir, et bien sûr, il faudra que ça se multiplie, que ce soit encore plus fort. Et Climate anime des ateliers pendant le forum ici au Palais Brongniart. Et donc, vous pouvez aller les voir dehors. Et j'ai vu qu'il y avait aussi la fresque du climat qui fait un travail incroyable. Donc, ne pas hésiter à les supporter. Et je veux juste répondre tout à l'heure sur la Convention pour le renouveau démocratique, les institutions, etc. En effet, il y a eu une phase en 2019 dans laquelle, pour moi, qu'on est en train de dépasser, où le message principal, c'était d'alerter, sensibiliser en disant il y a un problème, il y a quelque chose. Et en effet, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Greta, tout le monde entend parler de la crise climatique, encore plus qu'avant, depuis la COP21, où en fait, il y a eu la COP21 où ça a fait déjà un gros bond, il y a eu les grèves pour le climat où ça a fait un nouveau bond, et aujourd'hui, ce discours, il est toujours nécessaire. Il est toujours nécessaire, tout le monde n'est pas encore convaincu, tout le monde n'en entend pas encore assez parler, mais c'est vrai qu'il faut commencer à passer à autre chose. Et moi, en ce moment, je dis beaucoup que, au vu de l'urgence qui s'accélère, c'est-à-dire qu'on a vu le rapport du GIEC qui est sorti en août, ce qu'on pensait déjà alarmant, et ben en fait ils nous disent en fait on s'est pas trompé sur ce qui allait arriver, on s'est juste trompé, c'est parce que ça arrive un petit peu avant et un petit peu plus violemment que ce qu'on pensait, et ça va continuer de s'aggraver. Et en fait, au vu de l'urgence, notre activisme doit aussi évoluer, et on doit, au-delà de juste continuer à essayer de sensibiliser, moi je pense que de plus en plus on doit assumer. Si on va au bout de notre activisme, si on va au bout des choses, on doit assumer de vouloir faire changer les choses et pas d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. Et donc pour ça, assumer de prendre le pouvoir et assumer de porter nos idées dans les institutions politiques pour faire changer les choses directement. Et du coup, pour ça, on parle de la Convention pour le renouveau démocratique. Moi, je mets un mot aussi sur la primaire populaire qui est en cours aujourd'hui, qui vient de la société civile, qui est issue des militants, des entrepreneurs sociaux et environnementaux, qui en fait se sont dit, mais nos idées, si ce n'est pas les politiques qui vont les porter, eh ben nous, on va faire en sorte que des politiques qui portent nos idées, qui sont prêts à les assumer et à aller jusqu'au bout, puissent les mettre en place. Et du coup, je vous invite à aller signer pour la primaire populaire directement, primairepopulaire.fr. Très bien. Alors, Madame ? Oui, alors merci beaucoup. J'ai vu un là aussi, oui. Ce film m'a beaucoup ému et révolté et en même temps encouragé à avancer. Vous avez particulièrement répondu en fait à ma question sur l'engagement de jeunes en Afrique notamment et dans les Suds en général, sur comment valoriser leur engagement, comment leur apporter plus de compétences, mais surtout de leur donner la parole. En fait, c'était si vous aviez un conseil complémentaire pour ça. Moi, je vais partir en Afrique de l'Ouest à la rencontre d'initiatives écologiques et animer des fresques du climat. Donc voilà, si vous aviez des conseils complémentaires, n'hésitez pas. Et vraiment bravo pour votre engagement. Ça donne envie enfin, de continuer. Super. Alors, monsieur ? Voilà, et puis il y avait une demoiselle aussi derrière. Alors, allez-y, parce que le temps qu'on amène le micro. Bonjour, et tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention, votre travail également. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que le monsieur avait dit, et donc ma question était la suivante. Quel est pour vous un modèle économique adéquat, et pensez-vous qu'il faudrait complètement reconstruire la Ve République? C'est une vaste Désolée question. pour la question complexe. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais vous voulez réagir? Non,
juste très rapidement sur... je pense que ce qui est très important aussi, c'est d'utiliser parfois ce qu'utilisent en fait aussi plein d'autres organisations. Par exemple, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on a créé un partenariat avec Euronews, qui est le principal journal de presse européen. Et pendant chaque mois, on va faire un focus sur un groupe écoféministe racisé dans les Balkans, un groupe en mer Noire qui se bat contre des pollutions marines sur les côtes. Et du coup, il y a ça aussi, en fait. Il faut aussi utiliser les médias, il faut aussi utiliser la communication stratégique. Juste un exemple pour vous dire aussi comment on fait. Et puis, il faut des financements aussi. Et là, c'est bien sûr la grande question de chacun d'entre nous, c'est comment on travaille avec le monde de la philanthropie, parce qu'on dépend complètement. Mon salaire, je travaille à mi-temps pour cette organisation, dépend d'un trust qui est considéré comme l'un des plus positifs, des plus verts au monde. Et pourtant, l'historique de ce fonds provient de l'esclavage. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, dans le CA de cette fondation internationale, ce soit que des personnes racisées, etc. N'empêche, mon salaire provient aussi de ça. Et donc, je pense que ça, voilà, c'est aussi une réalité, la finance, supporter et ne pas être naïf. Moi, c'est ce que j'essaye de beaucoup raconter aussi au niveau international, c'est que travailler avec des jeunes, il faut aussi les compenser dans leur travail et les soutenir financièrement. Et puis, dernière chose, je pense que c'est une question très importante sur le changement, sur les institutions. Je ferai une réponse qui est nourrie. Je reviens de 3 mois au Canada où j'ai pu rencontrer la société civile, où j'ai pu découvrir plein d'univers. Et la réalité aussi, c'est que le changement passe, encore une fois, je le redis, par aux décisions, aux places de pouvoir, les gens qui sont et qui font face au changement climatique. Et pour ça, il faut aller chercher des jeunes, il faut aller chercher des personnes qui proviennent de communautés marginalisées, qui savent ce que c'est que la discrimination, qui savent ce que c'est que vivent les changements climatiques, qui vivent là au bord du périph' et qui se prennent la pollution atmosphérique, parce que c'est pas les riches qui souffrent de la pollution, c'est les communautés les plus pauvres. Et ça, il faut aussi les mettre au pouvoir. Il y a très belles choses qui sont en train de se faire en France, parce que j'étais à Paris la semaine dernière et rencontré le mouvement, et c'est passionnant. Et surtout, il faut le faire, parce que qu'on ait aussi nos AOC à nous en Europe. Voilà. Bon, pas simple de répondre à une question et de venir avec un programme voilà, tout de suite, mais au moins ça donne des éléments. Monsieur ? Oui, bonjour. Jean-Luc Perron, Centre Younous. Bravo pour le film. Je veux dire, très ému en particulier par l'arrivée à New York. Je trouvais que c'était vraiment splendide. Mais un grand coup de chapeau à Marc, je me permets de le dire. Il a dit quelques mots de son engagement depuis plus de 10 ans avec les films 8, avec le festival Le Temps Presse, Cinema for Change. Ce film a eu le premier prix du festival Le Temps Presse. Donc je trouve que bravo pour ta ténacité et ton engagement. Sur le sujet d'aujourd'hui, moi je me permets d'ajouter une couche, si je puis dire. Bon, Greta, vous aussi, vous dites beaucoup les politiques, les entreprises. J'aimerais qu'on parle un peu aussi des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'on enseigne ? Qu'est-ce qui se passe dans les amphis? Qu'est-ce qui se passe dans les salles de cours? Moi, je ne veux pas beaucoup de changements. Est-ce que là aussi, alors c'est une action plus à long terme, mais ceux qui sont sur les bancs de ces écoles, de ces universités, vous-même d'ailleurs, c'est vous qui serez quand même aux commandes et dans pas si longtemps que ça. Donc on ne peut pas quand même non plus se figer dans un tête-à-tête entre Greta, 15 ans, qui n'a quand même plutôt 17 sans doute aujourd'hui, et puis les hommes blancs quinquagénaires, etc. Enfin, je ne veux pas caricaturer. Il faut aussi travailler sur les outils, les contenus de formation, etc. Alors, je ne développe pas le sujet parce qu'il fait l'objet d'une table ronde demain à 14h que j'animerai, et à laquelle participera notamment Lucie Wegreen, donc de Climate. Donc, à demain. Ce teasing. Merci, non, mais Jean-Luc. juste, je veux répondre sur le SR, enfin l'enseignement supérieur et la recherche. Oui, en effet, il y a des choses qui doivent se passer là-bas. Pour l'instant, depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, il y a plusieurs associations jeunes, notamment Climate, qui travaillent sur l'enseignement supérieur à la recherche. Il y a un rapport qui a été déposé sur le bureau de la ministre qui avait été présidé par Jean Jouzel. Ce rapport, on n'a toujours aucune réponse des pouvoirs publics.
On n'a toujours aucune réponse. Il y a un rapport complémentaire qui va bientôt être publié, où justement on dit tout ce qu'il faudrait faire, les thématiques qu'il faudrait enseigner, ce qui pourrait évoluer aussi bien du coup dans les écoles de commerce que dans les universités, dans tout l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir politique qui ne met pas ça à l'ordre du jour, alors que c'était très simple. Il y avait un projet de loi en 2019 qui était porté par Cédric Villani et Delphine Batho sur l'enseignement supérieur et le rendre obligatoire pour toutes les personnes qui sont dans l'enseignement supérieur. Et ça n'a toujours pas été fait. Donc en effet, le politique a aussi son rôle à jouer, parce que la fresque du climat, malheureusement, ne peut pas aller partout et n'a pas non plus la porte ouverte dans toutes les facs, les universités. Sur l'Afrique, il y avait le week-end dernier, à Bordeaux, Africa Climax. Climax, c'est un festival qui a lieu tous les ans depuis 2015 maintenant. Et il y avait des tables rondes passionnantes que je vous invite à aller voir sur Internet sur l'Afrique et sur la manière, le sous-titre c'était Afrique, le berceau du futur. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes sur ce qui s'y est dit. Et Climate a des branches en Afrique. C'est une organisation internationale, notamment au Mali, au Togo, où il y a la communauté de Climate qui est un peu partout aussi. Donc peut-être aller voir les gens de Climate qui bossent sur l'international pour leur demander s'il y a peut-être des contacts ou des personnes que vous pourriez rencontrer là-bas. Et je termine, là je fais vraiment sniper comme ça, sur la 5e République. Non, clairement, je ne pense pas que les institutions de la 5e République puissent répondre à l'enjeu climatique. Et ça rejoint la question du monsieur de tout à l'heure, de comment on fait pour bouleverser la République, pour bouleverser les institutions et les réfléchir à l'heure des crises climatiques, mais aussi les crises sociales qui aujourd'hui heurtent de plein fouet la population aussi bien en France qu'ailleurs. Et en fait, remettre de l'humain au cœur des institutions. Ok, je voulais intervenir, mais en fait, tu as tout dit, Hugo, donc super. Non, mais très bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est vrai que pour compléter sur la partie enseignement supérieur, justement, à défaut que l'enseignement supérieur évolue, c'est nous, ONG, qui sommes obligés de proposer des interventions dans des universités, dans tous les secteurs, pour pouvoir sensibiliser les étudiants à ces questions, alors que ça devrait être un enseignement fondamental. Oui, puis je pense que on voit bien à chaque question, on arrive dans un monde un petit peu, même si tout se tient, parce que c'est quand même une grande chaîne, on se rend compte, si on creuse un peu, de la complexité du travail que ça représente. Et voilà, toutes les questions qu'on peut nous aussi se poser, c'est de se dire, voilà, comment peut-on effectivement préserver un système, le faire évoluer, le changer, qui s'adapte, voilà, qu'on rentre dans un monde qui consomme moins, qui consomme mieux, pour éviter une prochaine catastrophe. Parce qu'on en parle quand même, on peut s'en inquiéter. On a vu cet été voilà, l'enchaînement des catastrophes environnementales qui quand même éveillent des interrogations auprès des jeunes depuis un bon petit moment, mais surtout auprès des personnes âgées qui aujourd'hui réalisent à quel point ils ont eu de la chance, entre guillemets, d'être inconscients pendant pas mal d'années et qu'aujourd'hui c'est toute une jeunesse qui récupère effectivement ce fardeau. Et voilà, comment créer l'équilibre, voilà, on voit bien que c'est tout sauf simple. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Merci encore du coup pour votre intervention, c'était super intéressant et vous avez déclenché des émotions sur notre rang, assez incroyable. Mais du coup, ma question originelle c'était, est-ce que dans le pléthore d'associations et d'ONG et d'engagement des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, vous voyez, au passé du coup, peut-être un manque ou un segment qui n'aurait pas été couvert entre éducation, droit, enfin peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas encore identifié, mais dont vous ressentiez le manque dans le paysage. Mais de vos réponses précédentes, j'ai plutôt compris que c'était un manque d'engagement, que maintenant, pas un manque d'engagement, mais qu'on avait besoin de passer à la vitesse supérieure et de se présenter en fait. Et du coup, de manière peut-être un peu naïve, mais pourquoi vous, s'il y a un consensus entre toutes vos organisations que maintenant c'est le moment d'y aller, de se frotter aux problèmes et de mettre les mains dans la farine directement au plus haut niveau, qu'est-ce qui vous empêche en fait de porter un message commun et d'y aller tous ensemble en fait et de fédérer toutes les communautés que vous avez réussi à rassembler ensemble et pour monter vos créneaux et donner tout ce que vous avez et faire le maximum pendant le temps qui nous reste avant que ce soit la dernière élection et que ce soit trop tard?
Quand tu dis y aller tous ensemble, c'est aller où? Par exemple, ouais, pardon, c'était un peu vague. Mais par exemple, peut-être avoir une organisation ou un représentant qui s'engagerait politiquement avec le soutien d'une majorité d'organisations telles que les vôtres, ou bien de vous regrouper derrière quelqu'un qui, sans être, parce qu'il n'y en a jamais de candidat parfait ou de message parfait, on pourrait utiliser sa base pour essayer de porter un message. Et je sais que c'est compliqué de fédérer tout le monde derrière une personne ou un projet commun, mais comme là, on est quand même sur des problématiques qui dépassent un petit peu le cadre des préférences personnelles de chacun. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ou quelque chose auquel vous avez réfléchi? C'est la primaire populaire, ça. Alors, donc oui, du coup, il y a la primaire populaire qui existe avec cette idée-là. Après, pour que toutes les ONG suivent ce sujet, etc., je pense qu'on est toutes et tous convaincus par ça. Je pense que le frein qu'on peut identifier pour que toutes les associations aillent vers la politique, c'est que beaucoup d'associations se revendiquent aussi apolitiques et ne veulent pas justement aller dans cette direction-là, pour pas qu'après on puisse les accuser de prendre parti, de ne pas être neutre, etc. Donc il y a toujours une difficulté entre l'engagement personnel et la contrainte associative, je dirais. Et pourtant c'est quelque chose que la primaire populaire essaye de dépasser. Mais aussi, je dirais qu'il y a le postulat de départ qu'il y a un consensus sur la manière de faire. Je pense qu'il n'est pas vrai non plus. Il y a des divergences quand même que certains n'arrivent pas à dépasser, même s'il y a des grosses avancées, notamment depuis 2 ans. On a vu le pacte du pouvoir de vivre, on a vu Plus jamais ça, donc qui sont des ONG, des syndicats qui travaillent ensemble pour porter ces mesures de rupture. Notamment, il y a le rapport sur les mesures de rupture qui est sorti la semaine dernière de Plus jamais ça. Hyper intéressant, je vous conseille d'aller le lire. Et surtout, la question derrière ça, je pense qu'on revient à la question des financements, où en fait, c'est-à-dire que si les associations commencent à prendre parti derrière un candidat politique et qu'on perd derrière, en fait, il ne faut pas oublier que la majorité des subventions sont publiques. Et du coup, ça peut causer des problèmes à beaucoup d'associations si jamais on s'entend mal avec le nouveau ou la nouvelle ministre qui s'occupe de nos sujets. Donc c'est aussi pour ça un gros frein à l'engagement, un engagement plus politique qui se pose chez les orgas jeunes, où il y a des orgas qui sont financés par le ministère de la Transition écologique et qui se disent ça c'est un peu tendu d'aller là-dessus parce que sinon on va devoir laisser partir du monde qu'on va plus pouvoir salarier l'année prochaine à cause de ça. Mais en effet, si ça devait arriver, ce serait bien représenté par la primaire populaire. Alors on va conclure. Juste. Pardon. Ah pardon, j'avais pas vu. Merci. Bonjour. Excusez-moi. Pas de problème. J'avais juste une question simple, informative. C'est quoi votre parcours professionnel à chacun, précisément? Parce qu'on en a un peu parlé, mais on n'a pas dit vos écoles, etc. Voilà. Donc vous voulez connaître leur parcours professionnel actuellement? Oui, où est-ce qu'ils en même sont? avant. Comment ils ont fait pour arriver où ils ont... Oui, ils ont un petit peu évoqué tout à l'heure la question, mais donc aujourd'hui, est-ce que vous travaillez chacun? Voilà. Ouais, je commence. Moi, je répondrai à la question non, je ne travaille pas et je ne considère pas que je travaille et j'ai la chance énorme, on parlait de privilèges, et moi j'ai un privilège énorme qui est de faire ce que j'aime tous les jours, 24 heures sur 24 parfois, et j'ai cette chance, cette opportunité énorme. J'ai fini mes études en novembre officiellement. Et depuis, je me suis mobilisé sur la loi climat avec un mouvement qu'on a lancé. On a réussi à avoir des financements, justement, tant bien que mal, pour être payé un petit peu jusque-là. Et là, moi, je viens de commencer cette semaine à travailler sur la primaire populaire, justement. Et du coup, voilà, on est en train de chercher des financements aussi pour pouvoir en vivre, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que ce que disait Nathan sur la recherche de financement tout à l'heure, c'est au cœur aussi de nos préoccupations. Et si on n'avait pas à s'en soucier, peut-être qu'on irait un peu plus vite sur nos projets. Et puis même si on parle de chance, la chance, elle se provoque. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est quand même des vrais choix de vie aussi et des envies. Et ça vaut aussi pour Nathan qui m'avait expliqué que c'était une vraie volonté de
d'être en accord avec lui-même sur son parcours. Nathan ? Oui, lycée à Grenoble, dans la banlieue grenobloise. Ensuite, Sciences Po Grenoble avec une année à Édimbourg, magnifique. Et ensuite, je suis étudiant à la London School of Economics à Londres, où je travaille sur les questions de justice climatique et environnementale. J'ai eu mon premier travail payé de 20 heures à mi-temps à l'été dernier. Je travaillais pour une organisation qui s'appelait Youth for Nature, qui est une organisation internationale qui travaille sur le climat et la biodiversité et les solutions naturelles pour le climat, que j'ai quitté en janvier pour rejoindre et devenir le chargé de plaidoyer de Youth and Environment Europe. Voilà, j'étais à 20 heures, je suis à 28 heures et j'ai la chance d'avoir d'être un petit peu compensé pour ce que je fais pour pouvoir vivre. Cécilia ? Alors moi, je suis un petit peu plus âgée. mais moi, du coup, j'ai toujours travaillé dans le milieu associatif pour des ONG, dans la solidarité internationale. Du coup, j'ai travaillé pour des ONG dans les droits de l'homme, pour l'éducation, pour les personnes handicapées, et en Afrique de l'Ouest, dans le développement économique local. Ça fait presque 10 ans que je travaille dans le secteur associatif. Et là, ça fait 2 ans que je suis à Notre Affaire à tous. Super. Donc on va. Alors, toute dernière question. Oui, merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Ma question, c'est juste, c'est quoi la différence entre la primaire populaire et la primaire des écologistes ? Vous êtes des associations environnementales, et est-ce que c'est peut-être pas mieux de voter pour la primaire des écologistes et les candidats qui sont proposés ? Merci. Je vais demander des précisions sur la question. Qu'est-ce que tu entends par mieux ? Et tu as cité les associations écologistes. Est-ce que tu peux préciser aussi le rapport avec la primaire écolo et la primaire pop ? Enfin, comment tu vois la question ? Dans le sens où pour réduire nos émissions, des émissions de CO2 et pour avoir un plus grand impact après en 2022. Pourquoi faire de primaire, voilà. Alors, je t'encourage à en discuter avec les personnes bénévoles de la primaire qui sont dans la salle. Il y a Colline derrière toi. Mais je vais répondre sinon aussi sur la primaire écolo, primaire pop. Les deux sont complémentaires en fait. C'est-à-dire que, là, on rentre dans du partisan, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais très rapidement, les écolos, ils ont un processus, ils vont aller jusqu'au bout, et c'est très bien, ils choisissent leur candidat. La primaire populaire, le vote aura lieu à la fin de l'année, et du coup, les personnes qui ont la personne qui ressortira de la primaire écolo pourra aller à la primaire populaire sans aucun souci. On encourage d'ailleurs l'ensemble des candidats écolos à dire qu'ils participeront à la primaire populaire. Et derrière, en fait, l'idée, c'est d'avoir un... Nous, on appelle ça le bloc des justices. Le bloc des justices, politiquement, si on caricature, ça va un peu du PS jusqu'à la France Insoumise. Et c'est ceux qui mettent en avant les justices sociales et climatiques dans leur programme à comparer avec un bloc néolibéral et un bloc conservateur identitaire. Et notre objectif, c'est que le bloc des justices l'emporte en 2022 pour traiter et pour, en fait, tout simplement changer de paradigme. C'est-à-dire que le paradigme sociétal, aujourd'hui, on va nous parler de la croissance, on va nous parler de comment le CAC 40, c'est trop bien parce qu'il a jamais été au plus haut, il a jamais été au plus haut depuis des années. Et en fait, comment on change de paradigme ? Et c'est ça le cœur de la primaire populaire. Et c'est pour ça qu'on peut parfaitement aller voter à la primaire des écolos et ensuite à la primaire populaire. Et en plus, il y aura beaucoup plus de monde à la primaire populaire et ce sera un vrai élan. Donc voilà, encore une fois, primairepopulaire.fr. Voilà, donc on va conclure. J'ai envie que vous nous partagiez un peu votre actualité, à chacun et chacune. Donc on va commencer avec Hugo, juste pour ça. Voilà. Actuellement, voilà, quelles sont les choses sur lesquelles tu es engagé ? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y en a une que vous avez bien compris, qui se trouve à primairepopulaire.fr. Il y en a une autre avec les organisations jeunes, donc Climate et beaucoup d'autres. Depuis fin 2019, on s'est réunis, pour ceux qui se posent la question du pléthore d'associations qui existent, les orgas jeunes. On s'est réunis aussi bien au niveau européen avec Nathan, où on a créé une coalition d'ONG qui s'appelle Generation Climate Europe
à l'été 2019 qu'en France, au niveau français, avec une vingtaine d'organisations. Et avec ces organisations-là, on est justement en train de regarder comment on peut se mobiliser au mieux pour porter le sujet du climat à l'élection présidentielle et faire de cette élection une élection climat. Donc voilà les deux sujets sur lesquels je vais travailler dans les prochains mois. Cécilia? Alors il y en a pas mal aussi des actualités de notre côté, puisqu'on attend aussi la prochaine date d'audience de l'affaire du siècle, la prochaine date d'audience aussi de Total, notre action en justice contre Total qui va arriver prochainement avec à chaque fois des actions de mobilisation qui seront derrière et une implication sur le débat présidentiel aussi avec l'affaire du siècle, pour voir comment est-ce que les candidats s'engagent à faire en sorte que le gouvernement, que le pays qu'ils vont finir par gouverner ne sera plus dans l'illégalité. Et après, à plus court terme, on a une exposition qu'on va sortir au mois d'octobre. Tu en as beaucoup parlé, Nathan, sur les populations les plus impactées aussi par le réchauffement climatique. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, nous, à notre affaire à tous, en France, justement pour montrer justement les impacts différenciés du changement climatique et comment certaines populations sont plus impactées en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, de leur travail, de leur âge, de leur sexe, etc. Et donc, on va sortir une exposition pour un petit peu illustrer ces inégalités climatiques et les personnes qui luttent contre ça. Donc ça, ce sera prochainement en octobre. Et après, un petit teasing. Donc demain s'ouvre le congrès mondial pour la nature de l'IUCN à Marseille. Donc sujet très important sur les questions de biodiversité en amont de la COP15 qui se déroulera en Chine, qui a encore été à nouveau reportée. Et du coup, on lance une action que je vous invite à suivre nos réseaux et nos réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter si vous voulez être informés. On va lancer une grosse action le 9 septembre sur ces questions essentielles de biodiversité, de 6e extinction de masse et de la disparition des insectes et des animaux de manière générale. Donc je vous invite à rester attentif à cette future actualité. Super. Nathan? Oui, très rapidement, parce que je vois qu'on est un petit peu en retard. De mon côté, vous l'aurez compris, un congé annuel. D'accord. Mais de retour très vite, parce que je co-préside l'après-COP 26 à Milan à la fin du mois, avec des questions sur le rôle du sport, de la culture et de l'art, de l'entrepreneuriat, et aussi d'autres choses comme l'alimentation. Donc un très gros programme. Et puis comme je disais tout à l'heure, le ministre italien de l'Environnement a l'air d'être vraiment très prêt à nous accueillir. Et puis ensuite, une succession d'événements, aussi travailler sur la convention d'Aarhus, qui est l'accès à la justice dans le cadre européen. Et je vois qu'on a beaucoup de choses à échanger, sur lesquelles échanger. Et puis ensuite, la COP pour la biodiversité, qui devait se passer à Kunming, et on n'est pas encore sûr si ce sera en ligne ou pas. Et puis ensuite, bien sûr, la COP le 1er novembre 2021. Super. Alors moi, je conclue juste sur le festival pour vous dire que ça aura donc bien lieu donc en avril l'année prochaine dans le quartier de l'Opéra, donc festival Cinéma for Change, qui se veut humain et inspirant. On espère que cette fois-ci, on pourra tous vous retrouver en présentiel, comme on dit, parce que cette année, on a dû le faire en ligne, c'était un peu frustrant. Mais voilà, on espère en tout cas pouvoir remettre du cinéma en avant dans les salles avec les talents pour faire ce type de discussion. Et voilà, encore une fois, merci à vous. Merci pour votre engagement. C'est vraiment agréable, ça fait du bien de vous entendre. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir suivre toutes vos aventures. Voilà, merci et merci à vous.